Bonjour, bienvenue dans cette troisième partie sur le tableur et donc nous redémarrons à l'onglet numéro 32 avec la correction de l'exercice 6. Pour commencer, ici nous souhaitons afficher les numéros en fonction du nombre de transactions qui seront inscrites, numéros qui ne s'afficheront pas s'il n'y a pas de dates qui sont saisies. Nous commençons donc à vérifier si, avec la fonction if en anglais, si la date est vide. Alors, nous ne faisons rien, sinon, nous mettons la valeur 1 pour le premier numéro. De la même manière ici, si la date est vide, alors nous ne faisons rien, sinon nous prenons la valeur qui se trouve juste au-dessus, le numéro précédent, auquel nous rajoutons 1. Cette formule va pouvoir être étirée vers le bas sur l'ensemble de la colonne. Nous allons les tirer sur quelques lignes supplémentaires pour bien nous assurer effectivement qu'ici, lorsqu'il n'y a pas de date de saisie, il n'y a rien qui s'inscrit. Nous allons faire un premier total des dépenses, égal ici à la somme des dépenses. Alors, l'impératif serait de vouloir sélectionner la totalité des lignes. Donc, nous allons remplacer la valeur finale ici par des 1000 par exemple, pour lui signaler que nous voulons prendre toutes les valeurs de D3 jusqu'à des 1000. Donc ici, il y a bien une somme de D3 jusqu'à des 1000. Nous procédons de la même manière pour la somme des recettes, égale à la somme ici des recettes qui vont démarrer dans la première cellule. Et comme tout à l'heure, nous allons aller jusqu'à 1000. Dans cette cellule, nous allons faire un simple calcul de différence entre les recettes et les dépenses, ce qui nous permettra plus tard de pouvoir comparer avec les autres valeurs de calcul dans les ventilations. Démarrons les choses un petit peu plus compliquées ici. Il s'agit à présent ici de retrouver automatiquement en fonction du code analytique dans ce tableau le nom complet du code de saisie. Par exemple, le code LOIS va correspondre à loisir. Il s'agit bien ici de faire une recherche verticale du code que nous allons repérer et de nous reporter à la colonne numéro 2 du tableau pour aller trouver la réponse. Donc ici, égale recherche verticale, VLOOKUP pour la version en anglais, donc recherche verticale, la valeur cherchée et le code qui se trouve dans la même ligne, le tableau de recherche et le tableau ici. Alors ce tableau, lorsque nous allons étirer la formule vers le bas, nous souhaitons qu'il ne bouge pas, donc nous allons le bloquer, alors sans trop réfléchir en totalité, mais nous pourrions nous contenter de le bloquer en ligne pour l'empêcher de descendre. Le numéro d'index de la colonne dans laquelle se trouve la réponse se trouvera colonne 2, donc 2 ici, et nous allons faire encore une fois une recherche exacte. Alors il y a une erreur dans ma formule. À cet endroit-là, il y a 2 points en trop. Donc je ressaisis le tableau en totalité, J4, K14, et je vais bien bloquer les deux valeurs en totalité. Donc pour cette première partie, la formule fonctionne et je vais pouvoir les tirer vers le bas ici pour bien me rendre compte qu'effectivement ça fonctionne de la bonne manière pour toutes les lignes. Ici, il y a une erreur parce qu'il n'y a pas de code saisi ici. Nous verrons tout à l'heure comment régler ce problème. Et puis, bien évidemment, il faudra toujours, encore une fois, s'assurer que lorsqu'il n'y a pas de date, il n'y a pas d'information inscrite. Donc ici, nous allons rajouter dans cette première cellule, toujours de la même manière, si la date est vide, alors nous ne faisons rien, sinon nous mettons en place notre fonction de recherche. Cette formule peut dorénavant être tirée sur plusieurs lignes à l'avance et anticiper le fait qu'il n'y ait pas de date éventuellement pour la suite. Il s'agit à présent de mettre en place potentiellement un message d'erreur qui dépendrait de 3 conditions potentielles. Il n'y aurait pas de code d'analytique, ce serait une erreur. Il n'y aurait pas de compte de trésorerie, ou alors il n'y aurait pas de valeur ni dans les dépenses, ni dans les recettes. Commençons déjà par s'assurer qu'il y a un problème dans les dépenses et les recettes. Cela voudrait dire que et la valeur dans les dépenses et la valeur dans les recettes soient vides toutes les deux en même temps. Donc il s'agit dans un premier temps de faire un « et ». Ici, égale « et ».
nous voulons vérifier que celui-ci égale à vide et que les dépenses sont aussi vides. Ceci serait la première erreur possible, mais il y a 3 erreurs potentielles et n'importe laquelle des 3 pourrait engendrer un message d'erreur. Donc cela va se vérifier avec un OU. Nous allons ici rajouter un OU devant notre formule. Donc ici, ou il y a un problème avec les dépenses et les recettes, ou alors le compte de trésorerie est vide, ou alors le code analytique est vide. Lorsque l'un des 3 sera vérifié, c'est-à-dire lorsqu'il y aura une erreur dans les dépenses-recettes ou une erreur dans le compte de trésorerie ou une erreur dans le code analytique, la réponse de cette formule sera vraie, ce que je vous engage à vérifier. Ici, il y a un faux, et nous voyons bien, lorsque j'étire la formule vers le bas, apparaître un vrai ici qui veut bien dire c'est vrai, il y a une erreur. Enfin, nous allons donc pouvoir gérer l'affichage avec ainsi, si le test d'erreur que nous avons mis en place avec les OU et les ET est vérifié, s'il est vrai, alors nous mettons en place un message d'erreur. Alors je vais mettre un message plus simple de cette forme-là, ou alors nous ne faisons rien. Nous pouvons alors étirer notre formule vers le bas et nous rendre compte qu'effectivement, dans ce cas-là, seul le message d'erreur apparaît ici. Il nous resterait un dernier élément. Pour ne pas avoir ce genre de problème qui va apparaître, encore une fois, mettre une condition dans cette première cellule sur la présence de la date. Si la date, pardon, je suis pas au bon endroit, si la date est vide, alors nous ne faisons rien, sinon le travail avec le si sur le test d'erreur. Et donc nous pouvons cette fois-ci étirer notre formule bien plus loin que ce qui était prévu et ne voir apparaître qu'un seul message d'erreur. Dans cette seconde partie du tableau, il va s'agir de faire de la ventilation. Ici, pour les dépenses, nous souhaitons rechercher ce code AUTD que nous allons chercher directement dans le code analytique. Lorsque ce code aura été trouvé, si le critère de vérification est vrai, si dans une de ces lignes il est écrit AUTD, alors je ferai la somme de toutes les lignes concernées dans les dépenses, et donc cela va se mettre en place grâce à la formule SUMSI égale SUMSI, SUMIF en anglais. Je fais la somme si, alors la plage dans laquelle je vais vérifier est la plage des codes analytiques, mais n'oubliez pas que cette plage, je vais devoir l'emmener jusqu'à 1000 pour avoir les 1000 premières lignes. Lorsque je vais déplacer ma formule vers le bas, cette plage risque de bouger, donc je ne souhaite pas qu'elle se déplace, et donc je vais déjà directement la bloquer avec la touche F4 encore une fois. Dans cette plage, je vais chercher le critère qui est ici. Lui, pour le coup, je vais le laisser descendre lors de mon déplacement, ce qui me permettra de passer ligne par ligne au code qui m'intéressera. Lorsque j'aurai trouvé dans les lignes ce code vérifié, ce critère vérifié, je ferai ici la somme des dépenses, donc à savoir la somme de toutes les lignes concernées ici, là aussi que je vais emmener jusqu'à 1000 et que je vais bloquer pour éviter qu'elle se déplace. Je vais pouvoir à présent étirer cette formule vers le bas et remplir automatiquement toutes mes lignes. Je vais procéder de la même manière pour les recettes, égale SUMSI. Je fais la somme toujours dans la recherche du code analytique que j'emmène jusqu'à 1000 et pour lequel je vais bloquer mes formules. Je recherche toujours le même critère et je ferai cette fois la somme dans la colonne bloquée, alors jusqu'à 1000. Et je vais la bloquer avec F4. Là aussi, je vais pouvoir étirer ma formule jusqu'en bas. Le calcul du solde est égal simplement aux recettes moins les dépenses. Et je vais pouvoir me contenter d'étendre cette formule vers le bas. Pour la vérification, normalement si toutes les dépenses ont bien été ventilées, je vais pouvoir ici calculer
la somme de toutes les valeurs des dépenses. Et ici, calculer la somme de toutes les ventilations de mes recettes. Et enfin, je vais pouvoir ici calculer la somme de toutes mes différences. On se rend compte ici immédiatement qu'il y a déjà une erreur dans la ventilation, puisque les dépenses ici sont à 1709,23 et qu'elles sont à 2082,98 ici, et nous verrons tout à l'heure comment mettre une alerte sur ces comparaisons de valeurs. Cette erreur vient effectivement du fait qu'ici il n'y ait pas de code analytique. Nous le modifierons tout à l'heure, cette erreur a été laissée volontairement. Il s'agit ici du même principe, de faire une nouvelle ventilation, mais cette fois plus par code analytique, mais par un compte de trésorerie. Donc nous mettons en place ici toujours une somme si. Nous allons faire la somme si. Alors, cette fois, nous cherchons dans le compte de trésorerie, toujours emmener jusqu'à la ligne 1000, et toujours bloqué. Le critère de recherche est cette fois-ci CCP qui se trouve ici, que nous allons laisser nous déplacer pour les prochaines lignes. Et nous ferons dans un premier temps ici la somme des dépenses jusqu'à 1000. Formule que je peux également étirer jusqu'en bas. Le même principe répercuté ici, somme si. Je vais chercher toujours dans les codes de trésorerie, toujours jusqu'à 1000 et toujours bloqué. Je vais toujours prendre le critère CCP qui se trouve en J17, que je laisserai toujours se déplacer. Et cette fois, je ferai la somme dans la colonne des recettes, que j'emmène toujours jusqu'à 1000 et que je pense encore une fois à bloquer. Là aussi, je vais pouvoir étirer cette formule jusqu'en bas. Pour le calcul du solde final, il faudra bien faire attention à tenir compte du solde initial sur les différents comptes, CCP, caisse, Visa et ainsi de suite. Et donc pour ce calcul, je vais lui dire qu'il s'agit du solde initial plus les recettes moins les dépenses. Calcul que je vais pouvoir encore une fois étirer jusqu'en bas. De la même manière, je vais calculer ici la somme de mes dépenses, donc égale au solde initial. Je suis en train de dire une bêtise, pardon, excusez-moi. Égale ici tout simplement la somme de mes dépenses. Égale ici à la somme de mes recettes. Et ici, alors on est sur la même formule que tout à l'heure qu'on aurait pu étirer, mais je vais bien calculer la somme, mon solde initial plus, je recommence, égale mon solde initial plus les recettes moins mes dépenses. Donc on constate ici que la ventilation est bien la même pour les dépenses et les recettes que ce que nous avions au départ. Les valeurs sont aussi bonnes ici. Il y a simplement une erreur à cet endroit-là. Encore une fois, nous pouvons la corriger puisqu'il s'agit de la ventilation par code analytique. Ici, un achat de costume pour lequel il n'y a pas de code analytique. Le message d'erreur s'affichait bien ici. Et donc valeur que nous aurions pu modifier puisque l'achat d'un costume correspond à des vêtements, VETE. Qui nous permet ici de corriger l'erreur et de retomber sur le même montant. Je vais volontairement laisser mon erreur, ce qui me permettra de tester ma prochaine formule. Il s'agit enfin dans ces deux dernières cellules d'afficher un message d'erreur qui va justement vérifier lorsque les valeurs des dépenses sans ventilation, les valeurs des dépenses ventilées par code analytique et celles ventilées par compte de trésorerie doivent toutes les trois être les mêmes, et donc l'idée serait de pouvoir mettre une vérification automatique qui affichera un message d'erreur lorsque il y aurait un problème sur l'une de ces trois valeurs. Ce que je veux vérifier, c'est que, pardon, je suis bloqué en majuscule, donc égal et
end. Je vais vérifier que la valeur qui se trouve ici en D2 est égale à la valeur qui se trouve en L3 et en même temps que cette valeur en L3 est elle-même égale à la valeur en L16. Il faut donc que ces deux égalités soient vérifiées pour avoir un vrai. Lorsqu'il y a un vrai, il n'y a pas de problème, sinon il y a une erreur. Je vais donc rajouter ici, pour plus de lisibilité, mon si à l'intérieur. Si mon test répond vrai, alors il n'y a pas de problème puisque les trois valeurs sont égales. Dans ce cas-là, je ne fais rien. Sinon, je vais mettre en place un message d'erreur que je vais signaler comme tout à l'heure. Ici, on constate bien qu'il y a une erreur de comparaison de valeurs et que ce message d'erreur va être automatiquement corrigé lorsque je règle le problème de ventilation. Les deux messages disparaissent. Cette formule va être reconduite directement dans la case d'à côté. Alors, je vais a priori pouvoir les tirer. La raison est simple. Lorsque je vais déplacer ma cellule vers la droite, les dépenses vont se déplacer sur les recettes à chaque fois dans la case à côté. Et donc, je peux directement étendre cette formule sur le côté pour la mettre en place. Pour vérifier son fonctionnement, je vais volontairement mettre une erreur cette fois dans les dépenses. Je vais par exemple, dans les recettes, pardon, je vais chercher donc une recette et ici supprimer un code analytique, ce qui va générer une erreur dans cette ligne et une erreur dans la vérification des recettes puisque les recettes ventilées deviennent fausses. Voilà pour cet exercice. Il s'agit ici de découvrir une petite manipulation qui peut être relativement intéressante lorsque l'on utilise des tableaux avec beaucoup d'informations. Alors ici nous avons malgré tout un petit tableau, mais la problématique que l'on rencontre régulièrement est le fait de vouloir se déplacer dans notre tableau pour accéder à une ligne plus bas et de ne plus savoir forcément à quoi correspondent les valeurs que nous allons lire. L'idée serait donc de trouver une solution pour bloquer dans un premier temps la première ligne avec les intitulés des colonnes, ce qui me permettra par la suite de pouvoir me déplacer et de toujours savoir dans quelle ligne je me trouve. Pour mettre cela en place, je vais me mettre dans l'onglet Affichage et utiliser l'option de figer les volets qui me propose trois solutions différentes. Nous allons commencer par tester la seconde proposition qui consiste à figer uniquement la ligne supérieure. Lorsque je clique sur cette proposition, et que je me déplace vers le bas grâce à ma roulette ou à mon ascenseur vertical, je me rends compte qu'effectivement, cette première ligne est restée complètement bloquée, ce qui va me permettre de me déplacer beaucoup plus bas dans mon fichier et de toujours savoir quel est l'intitulé de la colonne dans laquelle je me trouve. Il n'y a rien de bloqué ni de modifié sur mon fichier, je peux revenir en arrière très facilement, toujours avec l'outil figer les volets. Dans ces cas-là, lorsque quelque chose a été bloqué, la première solution consiste à libérer les volets et donc à revenir en arrière. Je peux procéder de la même manière exactement avec la troisième proposition qui consiste, elle, à figer la première colonne. Ce que je vais mettre en place ici, et cette fois, c'est en utilisant l'ascenseur horizontal que je vais pouvoir constater qu'effectivement, cette première colonne est bloquée. Là aussi, je reviens facilement à la situation de départ en libérant les volets. Il reste enfin une troisième possibilité, celle de pouvoir déterminer spécifiquement combien de lignes et de colonnes nous voulons bloquer simultanément. Je vais pour cela me placer dans la cellule rouge qui se trouve ici en B3. Lorsque je clique dans une cellule, je vais pouvoir décider de bloquer tout ce qui se trouve au-dessus, à savoir les lignes 1 et 2 ici, et ce qui se trouve juste à gauche, à savoir la colonne A. Dans cette solution, je veux donc bloquer 2 lignes et une colonne à gauche. Je vais venir toujours dans l'option figer les volets, et cette fois choisir la première solution qui s'appelle figer les volets. Je vais désormais pouvoir constater qu'effectivement, lors d'un déplacement vertical, mes deux premières lignes sont bien bloquées. Et dans un déplacement horizontal, constater qu'effectivement, la première colonne A est toujours bloquée. Ce qui va me permettre assez facilement de mettre côte à côte deux valeurs afin de les comparer. Et en plus, de bénéficier toujours de l'information qui me donne l'intitulé des colonnes dans lesquelles je me trouve. Là aussi, je peux toujours revenir en arrière et libérer les volets. Il s'agit désormais de découvrir les fonctions de texte. Donc nous allons dans un premier temps nous intéresser à ces quatre fonctions très simples, mais très utilisées dans la manipulation des chaînes de caractères. Il s'agit de la fonction cherche, en anglais search,
la fonction gauche, donc left, la fonction droite, right, et la fonction concaténer, qui en anglais s'appelle concatenate. La fonction cherche va, elle, chercher une valeur de texte dans un mot et nous rendre sa position. Par exemple ici, égale cherche. Je vais rechercher, alors la valeur cherchée c'est le i, il s'agit du texte, i, donc je vais le manipuler entre guillemets, que je vais rechercher dans le mot livre. Alors si je ne choisis rien comme information supplémentaire, le numéro de départ ici est une option qui n'est pas obligatoire, elle est entre crochets. Si je ne mets pas de valeur, il prendra forcément le départ à 0, c'est-à-dire au début du mot. Mais je pourrais très bien lui proposer de démarrer au rang 5, 6, 7, 8 du mot, donc de démarrer à partir de la 8e lettre. Ici, je cherche simplement le premier i qu'il va trouver, donc je vais bien laisser par défaut la valeur sans la renseigner pour qu'il démarre au début du mot. Et il me répond bien qu'effectivement, le i se trouve en 2e position. Pour la fonction gauche, je vais lui demander d'extraire des caractères par la gauche dans un mot. Le texte choisi et le mot livre. Le nombre de caractères que je vais extraire à gauche va dépendre de l'option facultative qui se trouve après. Si je ne mets rien, par défaut, il enlèvera uniquement le premier caractère, soit le L. Ici, j'en veux 3, je vais donc lui demander d'en enlever 3 grâce à cette information. La réponse obtenue est donc bien LIV, à savoir les 3 premiers caractères à gauche de mon texte. Cela fonctionne de la même manière pour la fonction droite, égale droite, right pour la version en anglais. Je vais donc chercher toujours dans le mot livre, mais cette fois je vais extraire par la droite 2 caractères, ce qui me permettra de récupérer la valeur RE à la fin. Et enfin, je vais ici utiliser la fonction concaténer qui va simplement coller les uns après les autres différents morceaux de texte en sachant qu'il tiendra compte de l'ordre dans lequel nous allons les mettre, ce qui veut dire que je ne peux pas prendre toutes les valeurs directement en une seule fois, il faudra bien les prendre en plusieurs coups. Égal ici concaténer. Je vais concaténer le premier mot ordi et le second mot nateur pour fabriquer la chaîne de caractères du mot ordinateur. Ces fonctions très simples à utiliser pour manipuler les chaînes de caractères peuvent être très utiles dans beaucoup d'applications que nous allons essayer de découvrir par la suite ici dans les petits exercices d'application. Je me suis amusé ici à créer une toute petite base de données dans laquelle nous avons géré des noms de famille et des prénoms et dans cette entreprise, pour distinguer éventuellement d'éventuels homonymes, il s'agit d'attribuer à chaque salarié aussi un numéro pour lui permettre d'être distingué des autres. Bien évidemment, dans une base de données plus complète, il y aurait d'autres noms et d'autres prénoms qui pourraient être mis en place. Par exemple, nous allons faire un test ici d'avoir monsieur Paul, monsieur Paulin, Vincent. Il s'agit de créer de manière automatique un certain nombre d'adresses mail de 3 manières différentes. Donc nous allons démarrer d'une formule qui va au fur et à mesure s'agrandir. La première étape consisterait à créer une adresse mail avec le prénom, un point, le nom de la personne, son numéro et le texte @entreprise.fr. Je vais donc commencer avec la formule concaténer, concatenate. Et je vais lui demander de concaténer dans le premier lieu le prénom, point virgule. Je vous rappelle que lorsque vous travaillez avec la version anglaise, il ne s'agit pas de point virgule, mais bien de virgule systématiquement. Donc le prénom, je vais ensuite ajouter un point qui va être simplement du texte entre guillemets, donc un point entre guillemets. Je vais ensuite lui demander de mettre le nom de famille, puis de rajouter le numéro, puis de rajouter du texte qui serait @entreprise.fr. Cette formule va pouvoir être étirée puisque les noms, prénoms et numéros vont changer systématiquement grâce à l'écriture relative de la formule et donc pouvoir s'adapter à un certain nombre de lignes directement. Donc je ferme ma parenthèse et ma formule est terminée et peut être effectivement adaptée sur plusieurs lignes. Dans un second temps, il s'agit d'améliorer cette formule pour ne récupérer ici plus que la première lettre du prénom. Donc je vais modifier ma formule et remplacer ce prénom qui était ici en H2 grâce à la fonction gauche qui va me permettre d'extraire uniquement une lettre. Donc je vais remplacer ce prénom par une formule gauche. Gauche va s'appliquer au prénom. Alors je pourrais très bien me contenter de ne mettre aucun caractère, puisque par défaut la fonction gauche va enlever un caractère. Je vais quand même signaler ici que je vais enlever un seul caractère et penser bien évidemment à fermer ma formule gauche.
J'ai donc bien remplacé la fonction ici. Donc le prénom en H2 est remplacé par gauche de H2 à un caractère. Et j'ai bien pensé à fermer ma parenthèse. Ce qui me permet ici de bien pouvoir récupérer la totalité de mes adresses mail avec uniquement la première lettre du prénom. Enfin, par souci d'homogénéité, en général, il n'y a pas de majuscule dans les adresses mail. Et donc, nous allons utiliser une dernière fonction, qui est la fonction minuscule, lower en anglais, et qui va me permettre ici de pouvoir rajouter en minuscule tout ce qui se trouve à l'intérieur. Cette fonction ne prend qu'un seul élément du texte. Et donc, il me suffit de fermer ma parenthèse. J'ai bien mis en minuscule tout le contenu de ma formule calculée jusqu'à présent. Cette formule me permet de récupérer la totalité de mes adresses mail dans le bon format. Autre exercice d'application pour lequel nous allons découvrir des petites formules supplémentaires. Il arrive parfois que dans un tableau de base de données, par exemple, il y ait une erreur maladroite qui a été faite, c'est-à-dire de mettre dans la même colonne, dans la même cellule, à la fois le nom et le prénom de la personne séparés par un espace. Il peut être relativement pratique dans une base de données, nous le verrons plus tard, pour pouvoir trier et filtrer les données, de pouvoir distinguer le nom du prénom dans deux colonnes différentes. Il s'agit donc ici de trouver deux formules qui vont nous permettre de récupérer ici uniquement le nom de la personne et ici uniquement son prénom. L'élément qui va nous permettre de savoir où couper pour récupérer les caractères à gauche et à droite, on servira de la fonction gauche pour récupérer le nom et de la fonction droite pour récupérer le prénom. Il s'agit bien ici de trouver la position de l'espace. Donc il va s'agir de trouver la position de l'espace dans un premier temps. Je vais ici lui demander de chercher l'espace qui se caractérise par du vide dans cette cellule qui se trouve là. Dans ce cas particulier, il me dit que l'espace est donc le 6e caractère de la cellule. Ce qui veut dire que le nom de famille représente bien les 5 premiers caractères, puisque le 6e est l'espace. Donc il va falloir que j'applique la fonction gauche dans cette cellule pour enlever un nombre de caractères qui sera déterminé par 6 moins 1, donc la valeur de cherche l'espace moins 1. Donc le nombre de caractères à déterminer est bien celui trouvé par cette fonction cherche, moins 1. Et je vais donc pouvoir compléter avec ma fonction gauche que je rajoute devant. Je vais lui demander à gauche d'enlever dans cette cellule H19 un nombre de caractères qui lui est déterminé par le fameux 6 que nous avons trouvé, c'est-à-dire la position de l'espace qui valait 6, moins 1 pour enlever l'espace le caractère de l'espace. Donc j'applique bien à gauche à cette cellule avec cherche l'espace moins 1 en nombre de caractères. Cette formule peut être étirée vers le bas, bien évidemment, sans aucun souci. Et nous pouvons même le tester en modifiant le nom, par exemple, Monsieur Paulin. Et donc cela fonctionne très bien. Il s'agit à présent, à droite, de pouvoir enlever uniquement le nombre de caractères qui correspond au prénom. Je vous rappelle que la fonction cherche qui nous donnait la position de l'espace nous indiquait que l'espace, lui, était le 6e caractère. Il nous manque une certaine information ici, à savoir combien y a-t-il de caractères en tout dans ma cellule. Pour cela, nous allons utiliser la fonction nbchar, len, len pour la version en anglais, afin de déterminer le nombre de caractères. Donc je vais utiliser ici nbchar, qui va me déterminer le nombre de caractères de cette cellule. Dans cette cellule, il y a 13 caractères en tout. Si on considère que dans cette cellule, le 6e caractère est l'espace, le nombre de caractères qui sera affecté au prénom à la fin de la cellule est donc bien 13 moins 6, qui nous donnera le nombre de caractères à utiliser. Donc je vais devoir soustraire à ce nombre de caractères la position de l'espace que nous avons déjà cherché tout à l'heure, à savoir moins cherche de l'espace dans cette cellule. Donc ici, je cherche avec nbchar le nombre total de caractères de la cellule. Je cherche la position de l'espace qui était 6, je vous le rappelle, dans ce cas particulier. Et donc je vais soustraire au nombre total de caractères la position 6 de l'espace pour avoir le nombre de caractères total utilisé pour le prénom. Il me suffit donc maintenant d'utiliser la fonction droite avec ce nombre de caractères. Donc je vais rajouter ici la fonction droite
que j'applique à ma cellule contenant le nom et le prénom, et le nombre de caractères utilisés sera bien celui qui sera proposé ici. Je vais là aussi pouvoir étirer directement ma formule jusqu'en bas. Une application directe de ce que nous venons de découvrir dans un exercice finalement relativement plus simple. Alors j'agrandis un petit peu. Si le matricule ne s'affiche pas en entier, pensez à bien agrandir votre colonne pour le voir en totalité. Et il s'agit d'une méthode qui est relativement utilisée pour la génération de codes clients ou de codes de QR code ou de code produit par exemple, afin de pouvoir associer ici un code qui va être généré de manière automatique avec les 3 premiers caractères du nom, les 2 premiers caractères du prénom et les 3 derniers caractères du matricule. Que nous allons faire nous ici avec la fonction concaténer. Donc nous voulons concaténer. Premier élément, les 3 premiers caractères du nom de famille, donc à savoir gauche, du nom de famille avec 3 caractères. Donc ça c'est pour le premier élément, point virgule pour le deuxième élément, gauche toujours, appliqué au prénom cette fois-ci avec 2 caractères, et enfin troisième élément, nous allons prendre droite cette fois-ci pour aller récupérer sur le matricule les 3 dernières valeurs également. Nous avons donc bien concaténé les 3 premiers caractères à gauche du nom, les 2 premiers caractères à gauche du prénom et les 3 derniers caractères à droite pour le matricule. Formule, encore une fois, que nous allons pouvoir étirer jusqu'en bas. Il s'agit à présent de découvrir une notion particulière sur le traitement du temps. Alors, juste avant, je voulais vous faire découvrir 3 formules intéressantes, à savoir la formule maintenant, qui elle ne demande aucun argument, donc il suffit de faire entrer et de découvrir que cette formule dynamique va nous afficher la date et l'heure exacte à laquelle je suis en train de faire ce tutoriel, à savoir que cette formule va être dynamique et se modifier, se mettre à jour systématiquement sur votre fichier, ce qui peut être très pratique par exemple lorsqu'on a un délai de livraison ou une deadline à trouver, de pouvoir l'utiliser par rapport à une date fixe afin de savoir combien de jours, d'heures et de minutes il reste avant la fin de l'élément. La fonction aujourd'hui fonctionne de la même manière, mais elle ne rend pas l'heure et uniquement la date. Et enfin, la fonction jour 360, qui, elle, va prendre une date de début, la date par exemple qui se trouve ici, une date de fin, alors j'arrive pas à cliquer, je vais le faire manuellement, c'est 4 ici, et donc il va calculer sur la base d'une année à 360 jours le nombre de jours entre les 2 dates. Ici, notion un peu plus intéressante, nous avons un planning de jours avec, pour un salarié par exemple, son heure d'arrivée. Donc ici, chose importante, colonne au format heure. Une autre colonne sur le côté qui, elle, donne l'heure de départ, elle aussi au format heure. Et enfin, dans cette cellule, toujours au format heure, un calcul de différence qui consiste à chercher la différence entre l'heure de départ et l'heure d'arrivée dans la même journée. Et nous obtenons bien, ici de manière efficace, la différence. Il y a bien 8 heures d'écart en arrivant à 8 heures et en quittant à 16 heures. On peut le vérifier aussi ici, un salarié qui arrivera à 7h55 et partirait à 17h05 aura été présent pendant 9h10. Dans la cellule d'à côté, nous avons uniquement modifié donc, la valeur de cette cellule-là. Cette fois, elle a été mise simplement au format nombre. Donc on se rend compte que 8 heures correspond à 0,3333, ce qui veut dire un tiers. Nous en reparlerons tout à l'heure. Et enfin, dans cette dernière cellule, nous avons remultiplié le résultat de départ, cette cellule-là, qui est au format nombre, multiplié par 24. Alors, première chose, ici, nous constatons qu'au format nombre, 8 heures correspondent à 0,3333, ce qui veut dire un tiers. Si 8 heures est un tiers, cela veut dire que le tout correspond à 24. Cela veut dire qu'au format nombre, le nombre qui est affiché ici est un pourcentage de la journée, c'est-à-dire un tiers de la journée. Ce qui explique qu'en remultipliant cela par 24, dans la colonne d'après, nous obtenons bien à nouveau les fameuses 8 heures au format nombre cette fois-ci. Donc, dans un premier temps,
8 heures au format heure, transformées en nombre deviennent un tiers de 24 heures d'une journée, et qui, multipliées par 24, deviennent effectivement 8 heures. Ce qui est intéressant, c'est ce que l'on observe dans ces 3 cellules qui sont ici. À chaque fois, nous avons dans les différents formats fait la somme de toutes les heures de présence à chaque fois. Ici pour obtenir 18 heures et 5 minutes, ici pour obtenir 1,7535, ce qui veut dire 1,7535 jours, et enfin ici pour obtenir 42,08 heures, ce qui veut dire 42 heures et quelques minutes qu'il faudrait convertir en convertissant les décimales. J'attire votre attention sur cette cellule-là pour vous montrer qu'il y a un problème dans ces cas-là. Lorsque l'on fait un total sur des heures, des manipulations avec des heures, et que l'on dépasse 24, on se rend compte que chaque fois que l'on fait un tour de 24 heures, la quantité d'heures disparaît. En effet, ici, si on prenait rapidement le total 8 plus 9 plus 7 plus 9 plus 7, on se rend bien compte que le résultat ne peut pas faire 18 heures et 5 minutes. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons dépassé les 24 heures, et le format heure, lui, ne tient pas compte des 24 heures qui sont passées, et ne va afficher que les 18 heures et 5 minutes supplémentaires. En fait, la vraie durée ici est de 24 heures plus 18 heures et 5 minutes. Par contre, lorsque l'on utilise le format nombre, nous avons ici un tiers d'une journée, un peu plus d'un tiers d'une journée, un peu moins d'un tiers, 40% d'une journée, 30% d'une journée, ce qui fait bien une journée et à peu près 75% d'une journée. Lorsque l'on multiplie cela par 24, nous arrivons bien à un total de 42 heures et puis 0,8 heures qui correspondrait à un nombre de minutes. Donc bien retenir que lorsque l'on veut manipuler des calculs sur les heures, il ne faut pas rester au format heure puisqu'on va perdre des multiples de 24 à chaque fois qu'on aura dépassé 24 heures, et donc il faudra bien penser systématiquement à passer par un format nombre pour obtenir un pourcentage du nombre de journées et le remultiplier par 24 éventuellement pour récupérer le nombre d'heures. Si on regarde cela dans un exercice d'application directe, alors ici, première solution, imaginons par exemple que je mette en place une cellule au format heure dans lequel je vais stocker 30 minutes en durée. Il s'agit donc de calculer l'heure de présence des salariés moins 30 minutes de pause. Je pourrais envisager ici de me mettre dans un premier temps dans ces cellules au format heure directement et de calculer la différence entre l'heure de départ et l'heure d'arrivée moins les fameuses 30 minutes. Alors attention, si en modifiant ma formule en descendant, je ne veux pas que ces 30 minutes se déplacent, il va bien falloir penser à les bloquer avec F4. La durée de présence est bien de 8h15 et je peux très naturellement étendre mon travail jusqu'au vendredi pour avoir toutes les bonnes heures. Par contre, comme nous l'avons vu dans l'exemple tout à l'heure, si je fais ma somme de toutes mes heures au format heure, je vais obtenir un résultat qui correspond à 17 heures et 5 minutes, et nous pouvons encore une fois constater que 8 plus 9 plus 7 plus 9 plus 7 ne peut pas faire 17 heures 5 minutes, mais qu'en fait le résultat est de 24 heures qui ont disparu ici, plus 17 heures plus 5 minutes. Autre solution plus intéressante, je vais ici donc, supprimer ce que je viens de faire à présent et me mettre au format nombre. Je vais ici donc lui demander de calculer simplement l'heure de fin moins l'heure de début et obtenir ici 0,36, ce qui veut dire que la durée entre 8h et 16h45 est de 0,36 jours, c'est-à-dire 36% d'une journée. Je dois malgré tout penser à encore enlever une demi-heure. On est en pourcentage de journée ici, donc par rapport à 24 heures. Donc si je cherche la fraction qui correspond à une demi-heure, il s'agira d'enlever ici un 48e qui correspondra bien à une durée de 30 minutes. Donc j'obtiens une durée de 0,34 jours, c'est-à-dire 34% d'une journée pour la présence du lundi. Je vais pouvoir étirer cette formule jusqu'en bas pour avoir les bonnes quantités et ici pouvoir calculer la somme de toutes ces durées et obtenir cette fois
en quantité de jours un total de 1,71, à savoir 1 jour et 71% du deuxième jour. Si je veux avoir des formats heures directement, il me resterait dans mes formules, par exemple, à multiplier mon calcul par 24 pour avoir une expression en nombre d'heures. J'ai bien 8,25 heures, à savoir 8 heures et un quart d'heure. Et donc je peux étendre ma formule et voir que effectivement le total de la durée présente est bien de 41 heures et de 0,8 heures, à savoir 8% d'une heure. Nous allons terminer ce tutoriel avec une application, donc dans l'exercice 7 à l'onglet 39, dans lequel nous allons appliquer à la fois des notions de calcul de durée, mais aussi différentes notions que nous avons vues dans les exercices précédents. Alors, il s'agit ici de récupérer le nom du jour automatiquement par rapport à la date qui serait saisie. Nous allons pour cela utiliser la fonction jour-semaine, weekday en anglais, qui va nous permettre de retrouver pour chaque date directement le numéro du jour. Donc, jour-semaine ou weekday pour ceux qui travaillent sur la version en anglais. Le numéro de série va être la date qui se trouve ici sur le côté. Et je vais choisir une présentation, alors comme nous allons l'utiliser nous ici, sachant que le premier jour de la semaine sera le lundi, donc je prends la deuxième proposition, de 1 à 7, le lundi étant le premier jour. Il m'annonce donc ici que le 2 janvier 2004 dans ce tableau correspondait donc au 5e jour de la semaine, donc à savoir un vendredi. Pour avoir une information avec le nom du jour, je vais me servir d'une fonction de recherche verticale, VLOOKUP, donc recherche V ici. La valeur cherchée, c'est ce fameux jour de la semaine que je vais chercher dans ce tableau. Encore une fois ici, vous comprenez que nous allons bloquer ce tableau en totalité pour ne pas le faire bouger. Ma réponse se trouvera à la colonne 2 et je ferai toujours une recherche avec le faux exact. Je vais pouvoir ici constater que le nom du jour va pouvoir être retiré automatiquement. Bien évidemment, toujours la même problématique, je veux prévoir mes cellules à l'avance et ne pas avoir d'affichage ici lorsqu'il n'y a pas de valeur. Donc il me faut encore une fois rajouter, alors je vais le faire ici pour plus de clarté, un test avec un si la date dans la colonne A, non, je fais une bêtise, pardon, si la date dans la colonne A est vide, alors je ne fais rien. Sinon, j'applique ma fonction de recherche pour mettre en place le jour. Cela va me permettre effectivement d'étirer cette formule sur la totalité de mes cellules à l'avance. Je cherche à présent ici le nom de la tâche. Ce nom de tâche va venir directement du code tâche qui se trouve ici pour me permettre dans ce tableau de retrouver directement le nom de la tâche. Manipulation que nous avons déjà mise en place tout à l'heure. Nous faisons encore une fois une recherche verticale, VLOOKUP. La valeur cherchée est le code de la tâche que nous allons rechercher dans la totalité de notre tableau, que nous allons encore une fois bloquer. Et notre réponse se trouvera colonne 2. Encore une fois, nous remettons en place le test. Si la date qui se trouve ici est vide, alors elle va rester vide. Sinon, nous mettons en place notre fonction de recherche. Là aussi, je vais pouvoir itérer mon travail sur plusieurs lignes. Alors, il y a une erreur dans ma formule, a priori. Nous cherchons bien le code qui se trouve ici. Ah, j'ai oublié de mettre en place le faux, qui veut dire correspondance exacte. Sinon, nous étions sur une recherche approximative, ce qui expliquait l'erreur. Le calcul du temps travaillé va être un peu plus compliqué à mettre en place, puisqu'il va déterminer dans deux cas particuliers. Lorsque, comme c'est le cas ici par exemple, il n'y a qu'une seule tâche le 9 janvier, lorsqu'il n'y a qu'une tâche, il faudra enlever une heure au calcul de tâche. Sinon, nous ferons directement la différence entre l'heure de fin et l'heure de début.
Pour savoir s'il n'y a qu'une seule tâche le même jour, il va nous falloir vérifier que la date d'avant et la date d'après soient bien différentes de la date du jour. Donc première chose à mettre en place ici, avec un « et », nous allons vérifier avec un « et » que la date du jour est différente de la date d'avant qui se trouverait dans la cellule précédente, même si ici il n'y en a pas forcément, et que cette même date du jour soit également différente de la date d'après. Donc cela va nous répondre vrai ou faux. Lorsque ce sera vrai, nous serons dans une journée où il n'y a qu'une seule tâche. Lorsque ce sera faux, nous serons dans l'autre cas. Il nous faut donc mettre à présent un si nous sommes bien dans le cas vrai, à savoir une journée dans laquelle il n'y a qu'une seule tâche, alors le calcul de la durée va se faire de la manière suivante. L'heure de fin moins l'heure de début, en nombre qui va être un nombre par rapport à la journée, auquel il va nous falloir enlever une heure, à savoir un 24e de la journée pour avoir une heure. Sinon, le calcul de durée se fera de manière plus simple en lui demandant de faire l'heure de fin moins l'heure de début qui se trouve ici. Je vais pouvoir valider ma formule. Problématique. Lorsque nous arrivons ici avec des informations qui ne sont pas renseignées, ou lorsque par exemple ici il manquerait une heure, le calcul serait faux. Donc nous allons aussi nous assurer que l'heure de début et l'heure de fin soient toutes les deux renseignées, à savoir vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Si l'une ou l'autre était vide, nous souhaiterions ne rien faire. Ici, nous allons donc rajouter un ou l'heure de début est vide, ou alors cette heure de fin est vide. Le « ou » qui est ici va être un test. Donc, nous rajoutons un « si » devant. Si le test de remplissage est vrai, alors nous ne faisons rien. Sinon, nous mettons en place tout ce que nous avons construit par la suite. Et il ne reste plus qu'à fermer cette première parenthèse. Donc on est bien ici. Si le test de remplissage des horaires, l'une ou l'autre, n'est pas rempli, alors on ne fera rien. Sinon, nous allons faire en place le test qui va vérifier qu'on est bien dans une journée particulière pour faire un calcul particulier. Et dans le dernier cas, nous ferons un calcul simple de différence d'horaire. Cette formule peut à présent être étendue sur plusieurs lignes et ne pas se remplir directement lorsqu'il n'y a pas de cellule. Il nous faut à présent calculer le temps passé. En nombre de jours, directement, mais qui va être ventilé par rapport au code de tâche qui se trouve ici. Il s'agit donc ici de faire une somme si égale somme si. Nous allons chercher dans les codes de tâches, à savoir dans cette colonne, que nous emmenons, comme nous l'avons vu tout à l'heure, jusqu'à 1000, et que nous pensons bien évidemment à bloquer en totalité pour que cette colonne ne bouge pas. Lorsque le code de tâche LP-P aura été trouvé, donc c'est ce critère-là que nous allons chercher, lui sera autorisé à se déplacer sur les différentes lignes. Nous irons faire le total du temps travaillé qui se trouve ici, là aussi, dans la même colonne, jusqu'à 1000, pour prévoir les cellules à l'avance. Et encore une fois, cette plage va être bloquée par F4. Nous obtenons la valeur de 3, mais on vous demande bien ici un temps passé exprimé en jours, en sachant que dans une journée, le temps de travail ne dépasse pas 8 heures, dépasse de 8 heures. Donc pour avoir une expression en jours, il faudra bien multiplier ce temps par 3. 3 fois 8, 24. Donc le résultat final sera bien 3 fois le résultat calculé au préalable, que nous allons pouvoir étendre directement jusqu'en bas. L'avancement est égal, lui, de son côté, au... Pardon. Donc je reprends. L'avancement, lui, va être égal au reste avant moins le reste après. Formule que l'on peut directement étirer jusqu'en bas. Et puis, pour le calcul de vitesse, nous allons utiliser ainsi.
Si la valeur dans cette cellule est égale à 0, alors dans ces cas-là, nous mettrons le petit tiret par exemple. Sinon, il nous faudra calculer la moyenne, à savoir l'avancement que nous allons diviser par le temps passé. Et donc, il ne reste plus qu'à étirer cette formule vers le bas, éventuellement à centrer le texte. Voilà pour ce tutoriel de la partie 3, on se retrouve très bientôt pour la 4e partie. Merci.